Après 19 ans de ce qu'il pensait être un mariage heureux, la femme de Corwin avait soudainement commencé à parler de fréquenter d'autres personnes. Cela n'avait aucun sens pour lui. Corwin, cela fait combien de temps que tu n'es pas sorti en rendez-vous? Avait demandé Nathalie de nulle part. Vendredi dernier, avait-il répondu, perplexe. Je t'ai emmené dans ce restaurant italien que tu voulais essayer, tu te souviens? Nous avons vu un film après et ta mère a gardé les filles pour la nuit. Non, je ne parle pas de moi, avait-elle précisé. Depuis combien de temps n'as-tu pas fréquenté quelqu'un d'autre? Corwin avait été surpris. Jésus, Nathalie, est-ce que tu m'accuses de quelque chose? Non, non, chérie, ce n'est pas du tout ça, lui avait-elle assuré. Je me demandais juste si tu te souvenais du nom de la dernière fille avec qui tu as eu un rendez-vous en dehors de moi. Oui, je me souviens, avait dit Corwin. Elle s'appelait Donna, et c'était environ 2 semaines après t'avoir rencontré. Je pense que tu pourrais te souvenir d'elle aussi. Nous avons eu une grosse dispute à propos de ce rendez-vous. Est-ce que tu as déjà regretté de l'avoir quitté? Avait insisté Nathalie. Corwin avait ri. Dieu non. Je me souviens à quel point c'était horrible. Pas ce rendez-vous en particulier, il était bien, mais toute l'idée de sortir ensemble en général. Rassembler le courage de demander à une fille de sortir, s'inquiéter d'être rejetée, les premières conversations maladroites. C'était traumatisant à mort. Mais n'était-ce pas excitant et mystérieux? Avait demandé Nathalie, une note nostalgique dans sa voix. Plutôt absolument terrifiant, avait répondu Corwin. Ce qui t'a fait penser à ça, Nathalie? Je me demandais juste si tu avais déjà ressenti l'envie de sortir avec quelqu'un d'autre, avait-elle dit. Corwin avait froncé les sourcils, n'aimant pas où cela allait. Non, je n'ai jamais ressenti ça, avait-il répondu fermement. Je suppose que tout le monde a des fantasmes, mais non. Je me souviens que tu étais vraiment en colère quand je suis sorti avec Donna et que tu as dit que tu voulais que nous soyons exclusifs. J'ai décidé que c'était exactement ce que je voulais aussi. Si je me sentais différemment, je ne t'aurais pas demandé en mariage. Je sortirais juste avec des femmes. C'est ce que cela signifie d'être marié. On ne sort pas avec d'autres personnes que son conjoint. Nathalie avait laissé tomber après cela, et pendant un mois Corwin n'avait plus entendu de bêtises sur le fait de fréquenter d'autres personnes. Mais le doute avait été semé dans son esprit. Pourquoi sa femme de 19 ans commençait-elle soudainement à parler de rencontres? Ça ne lui semblait pas correct. Ses soupçons furent confirmés quelques semaines plus tard lorsqu'ils sont sortis dîner et danser avec des amis du travail de Nathalie. En quittant le club, Nathalie avait dit « Corwin, j'ai vu la façon dont Élise te regardait ce soir. Elle voulait que tu l'invites à danser. » Élise était une collègue attirante de Nathalie, environ 5 ans plus jeune qu'elle. Corwin se déplaça mal à l'aise. « Eh bien, c'est très flatteur, mais je veux seulement danser avec toi, » dit-il à sa femme. « Je ne serais pas jalouse si tu lui proposais de sortir, » dit Nathalie d'un air détaché. Corwin la fixa. « C'est gentil, mais alors tu n'as aucune raison d'être jalouse car je ne vais pas lui proposer de sortir, » déclara-t-il fermement. « Serait-ce te rendre jalouse si je dansais avec un autre homme? » demanda Nathalie. « Je pense que ton frère n'y verrait aucun inconvénient, » plaisanta Corwin, essayant d'alléger l'atmosphère. Mais Nathalie ne rit pas. « Peu m'importait que tu danses avec des hommes qui demandaient poliment et gardaient leurs mains à leur place, » dit-elle. « Y avait-il quelqu'un là-bas avec qui tu voulais danser? » Je ne me souviens pas que quelqu'un m'ait demandé de danser, répondit Corwin, de plus en plus mal à l'aise avec cette série de questions. Non, j'étais juste curieuse, dit Nathalie. Corwin n'avait aucune idée de où cela allait, mais il n'aimait pas du tout ça. Cette nuit-là, il se retourna dans son lit, incapable de dormir. Vers 2 heures du matin, il se leva et se rendit dans la chambre d'amis pour jouer à des jeux vidéo et se changer les idées. Il vit Nathalie venir à l'encadrement de la porte et le regarder pendant 1 minute, mais il fit semblant de ne pas remarquer. Finalement, elle retourna se coucher. Corwin attendit d'être sûr qu'elle dormait avant de la rejoindre. Les choses restèrent calmes pendant encore 2 mois, jusqu'à ce qu'ils aillent à une fête de promotion pour leur amie Angela dans un club local appelé le White Rhino. Ils étaient assis dans une grande banquette ronde avec un groupe de collègues quand Nathalie annonça soudain « Corwin,
Élise veut danser. Pourrais-tu être un gentleman et danser avec elle? Corwin se figea, se rappelant la conversation de 2 mois auparavant. Maintenant, il se trouvait dans une situation très gênante. Élise était une bonne amie et il ne voulait pas lui faire de la peine, mais il ne voulait certainement pas danser avec elle non plus. Ce corps luxuriant pressé contre le sien n'annonçait rien de bon. Mais il ne savait pas comment sortir élégamment de cette situation. À contre-cœur, il se leva. « Je crois qu'il passe notre chanson », dit-il avec une gaieté forcée. Alors qu'il se dirigeait vers la piste de danse, Élise lui sourit. « Merci de danser avec moi, Corwin, dit-elle. Nathalie a dit que ça ne te dérangerait pas, que tu aimais danser. Je n'ai pas dansé depuis ma rupture avec Bruce. Eh bien, tu es une très bonne danseuse, dit Corwin maladroitement. En fait, ça ne me dérange pas de danser avec toi, Élise. Je t'apprécie beaucoup. Bon sang, je t'aime. Tu es la fille la plus douce que je connaisse. Mais tu es vraiment séduisant, et ce n'est pas une bonne idée pour moi, Élise a ri. Tu es en sécurité avec moi, Corwin. Je t'aime aussi. Si tu n'étais pas marié, je serais ravi, mais Nathalie est ma meilleure amie. Contentons-nous de profiter de cette danse, d'accord? Quand ils sont retournés à leur table, Nathalie n'était pas là. Corwin a regardé autour de lui et l'a repérée dans sa robe noire et blanche sur la piste de danse. Elle riait et dansait avec un jeune homme au look nordique, ses mains beaucoup plus basses sur son corps que ce que Corwin pouvait tolérer. Nathalie a remarqué le regard fixe de Corwin et lui a fait signe avec un sourire. Corwin a vu rouge. Elle l'avait envoyé danser avec Élise pour pouvoir danser avec ce crétin. Furieux, il a jeté de l'argent sur la table et s'est dirigé vers la sortie. Élise l'a regardé partir un instant, puis elle s'est mise à courir après lui. Elle l'a rattrapé alors qu'il était à mi-chemin de sa voiture. « Corwin, arrête. Où vas-tu » a-t-elle haleté. « On s'est fait avoir », lui a-t-il dit amèrement. Nathalie parlait de sortir avec d'autres personnes, me demandant si j'avais déjà envisagé cela. C'est ce que c'était. Elle testait les os. Elle a organisé ça en me faisant danser avec toi. Cela lui donnait une excuse pour danser avec Roméo là-bas. Alors, que vas-tu faire? A demandé Élise. Tu vas juste l'abandonner ici? C'est exactement ce que je vais faire, a répondu Corwin. Eh bien, tu ne peux pas me laisser ici, a dit Élise en lui attrapant le bras. Je viens avec vous. Corwin a ressenti une pointe de culpabilité. Je suis désolé, Élise. Je ne sais pas ce à quoi je pensais. Ce n'est pas grave, Corwin. Je n'aime pas être manipulée plus que toi, a-t-elle dit. Emmène-moi chez toi pour que je puisse récupérer ma voiture. Ils étaient presque arrivés chez eux lorsque le téléphone de Corwin s'est mis à vibrer. Il l'a ignoré. Le téléphone d'Élise a sonné et elle a répondu. Nous sommes presque arrivés chez toi, a-t-elle dit dans le téléphone, puis elle a regardé Corwin et a murmuré. Nathalie. Non, ce n'était pas mon idée, a dit Élise. Je rentrais avec vous, vous vous souvenez? Ma voiture était chez toi et je n'allais pas rester coincée. Elle a marqué une pause, écoutant. Non, regarde, Nathalie, je ne suis pas impliquée. Ne me mets pas dans cette position. Nous sommes amis depuis longtemps, ma belle, mais si tu me cherches des noises, tu le regretteras. Elle a raccroché. Elle veut que tu reviennes la chercher, a dit Élise à Corwin. Eh bien, moi, je veux une femme qui ne joue pas à des jeux stupides, a soupiré Corwin. D'où vient cette merde, Élise? Je pense que c'est Marcy du travail, a dit Élise. Elle parle toujours de la façon dont elle et son mari Herb ont un mariage ouvert, et combien c'est génial, et comment cela a rendu leur vie tellement meilleure et leur mariage tellement plus fort. C'est du baratin. Elle et Herb ne se parlent presque pas et passent tout leur temps à divertir leurs amis. Il me drague depuis que je les connais, ce type. Elle nous remplit les oreilles de ses bêtises depuis 2 ans maintenant. Je ne pensais pas que Nathalie était assez stupide pour y croire, mais je suppose que je me trompais. Elle hésita. Je pense qu'elle essaie de nous piéger, Corwin. Elle sait que je t'aime. Que je t'ai toujours apprécié. Corwin faillit s'étouffer. Merci, Élise. C'est vraiment gênant. Je veux dire, je te trouve magnifique, mais je suis fidèle à une seule femme.
Je ne suis pas doué pour partager. Je suis désolé qu'elle t'ait entraîné là-dedans. Pourquoi devrais-tu être désolé? Demanda Élise. Tu n'y es pour rien. J'ai pu danser avec l'homme de mes rêves, et je ne regrette pas une seconde. Elle lui sourit. Corwin, me tiendras-tu au courant de ce qui se passe? Je le ferai, la rassura-t-il. Quand ils arrivèrent à la maison, Élise monta dans sa voiture et s'en alla. Corwin rentra à l'intérieur, l'esprit en ébullition. Il rassembla ses affaires de toilette dans la salle de bain principale et les déplaça dans la salle de bain d'invités. Il prit ses vêtements pour le travail du lendemain et les mit dans la chambre d'amis également. Il verrouilla la porte et alla se coucher. Malgré ses pensées tourmentées, Corwin s'endormit rapidement. Il fut réveillé plus tard par le bruit de la porte d'entrée qui claqua. Des pas montèrent les escaliers et descendirent le couloir. La poignée de la porte de la chambre d'amis s'agita. « Corwin, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota Nathalie à travers la porte, essayant probablement de ne pas réveiller leurs filles endormies dans le couloir. Elle frappa et chuchota pendant encore 10 minutes avant que Corwin n'entende ses pas se retirer vers leur chambre. Le lendemain matin, Corwin se leva tôt, espérant partir avant que Nathalie ne se réveille. Mais alors qu'il rassemblait sa serviette près de la porte d'entrée, elle descendit les escaliers. « Qu'est-ce qui te prend, Corwin ?» siffla-t-elle, visiblement en colère. « Je pense que tu devrais te poser cette question, » répliqua Corwin froidement. « Que veux-tu dire ?» dit Nathalie, sa voix montant. « Tu m'as planté au club hier soir, tu t'es enfermé dans la chambre d'amis et tu essaies de te faufiler hors de la maison 1 heure avant d'aller travailler. Et maintenant tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? » « Oui, c'est exactement ce que je pense, » dit Corwin. Il prit sa serviette. « Tout ce que j'ai fait est une réaction à ce que tu as fait. Je ne veux même pas te regarder en ce moment. Tu n'as aucune idée à quel point tu es proche de me mettre en colère de façon permanente. Remets-toi en question, vérifie tes priorités et sois prêt à en parler quand je rentrerai. Je vais chercher les filles et les emmener chez ma mère. Nous allons arranger ça. » Le visage de Nathalie devint pâle. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Et si j'avais prévu quelque chose pour ce soir? C'est à toi de voir, » lui dit Corwin. « Si tu veux arranger ce qui ne va pas dans cette maison, sois prête et arrête tes bêtises. Sinon, fais ce que tu veux. » Il marqua une pause. « Ah oui, une dernière chose. Déplace tes affaires dans la chambre d'amis. J'aime mon lit. Tu n'y es pas la bienvenue. » Il la laissa là, bouche bée, et partit travailler. Ce soir-là, il alla chercher les filles à l'école et les déposa chez sa mère, lui disant vaguement qu'il et Nathalie avaient des problèmes et avaient besoin de temps pour discuter. Quand il rentra chez lui, Nathalie était déjà là. Elle avait fait des cookies, et une assiette était posée avec une tasse de café qui l'attendait. Elle se leva, l'enlaça un long moment avant de l'embrasser sur la joue et de le faire asseoir à côté d'elle sur le canapé. Corwin prit un cookie. Ils étaient délicieux à l'avoine avec des pépites de chocolat et des M&M. « Délicieux, » dit-il. Nathalie sourit, semblant penser qu'ils étaient sur la bonne voie. Corwin ne voulait pas gâcher l'atmosphère amicale, mais il devait aborder le sujet. « Nathalie, c'était vraiment dégueulasse ce que tu as fait hier soir, » lui dit-il. « C'est déjà assez grave que tu m'aies fait ça, mais tu as impliqué Élise. C'était humiliant pour nous deux. C'était irrespectueux envers moi et envers cette gentille fille qui est censée être ton amie. » Nathalie rencontra son regard avec difficulté. « Je suis désolée, Corwin, » dit-elle. « Je n'aurais pas dû faire ça, d'accord? J'essayais juste de te parler de ça et tu me repoussais sans cesse. J'ai pensé que peut-être que ce serait une façon pour toi de voir certaines possibilités. » « Des possibilités pourquoi? » demanda Corwin. « Que fais-tu exactement? À quoi penses-tu, Nathalie? Pose-moi simplement la question, dis-moi, peu importe. Tu joues à des jeux et ça m'énerve. » Elle hésita un instant, puis lâcha. « Je pensais juste qu'on pourrait essayer de sortir avec d'autres personnes. » Corwin la fixa. « Eh bien, il y a un petit problème avec ça, » dit-il. « En fait, il y a plusieurs problèmes. Le premier est que nous sommes tous les deux mariés. D'autres personnes mariées le font aussi, » dit-elle. « Ce n'est plus comme avant. Beaucoup de gens ont des mariages ouverts,
Et ils s'aiment plus que jamais. Cela ne fait que renforcer leur amour l'un pour l'autre. Comment le sais-tu? Demanda Corwin. Tout le monde est au courant, répondit-elle. Les filles au travail en parlent tout le temps. Ces filles sont-elles mariées? Demanda Corwin. Oui, c'est comme ça que je le sais. Donne-moi un nom, dit Corwin. Marcy, dit-elle. Marcy et Herb ont un mariage ouvert, et leur mariage est plus solide que jamais. Comment le sais-tu? Demanda Corwin. Elle me l'a dit, répondit Nathalie. Eh bien, cela signifie certainement que c'est vrai, dit Corwin sarcastiquement. Comment sais-tu qu'elle ne ment pas? J'ai une idée, lui dit-il. Voyons ce que Google a à dire sur tous ces mariages ouverts et amoureux. Nathalie sembla un peu choquée, mais vint s'asseoir à côté de lui pendant qu'il allumait son ordinateur portable. Il ouvrit son navigateur et tapa « Combien de personnes sont dans des mariages ouverts ?» Selon la première enquête qu'ils trouvèrent, moins de 1% des Américains étaient dans des mariages ouverts. Ils consultèrent quelques autres liens et trouvèrent des résultats similaires, tous inférieurs à 1%. Nathalie sembla surprise par cela. « C'est quand même beaucoup de gens, » dit-elle. « Cela fait 3 millions, au moins. » « C'est faux, » dit Corwin. « Je doute que beaucoup d'enfants soient dans des mariages, ouverts ou non. » « D'accord, essayons autrement, » proposa-t-il. Il tapa « Quel pourcentage d'Américains s'attendent à ce que leur partenaire soit fidèle ?» Ils cliquèrent sur un lien et découvrirent que c'était plus de 95%. « Et qu'est-ce que cela signifie, selon toi ?» demanda Corwin à Nathalie. « Je suppose que la plupart des gens ne sont pas très ouverts, » dit-elle. « Je pensais qu'il y aurait plus de personnes avec des modes de vie alternatifs. J'en entends parler tout le temps. Je me demande combien de ces mariages ouverts se terminent par un divorce, » réfléchit Corwin. « Veux-tu le découvrir ?» Il ne pensait pas qu'elle le voulait, mais lui voulait savoir. Il tapa « Quel pourcentage de mariages ouverts se terminent par un divorce ?» Il s'avère que 92% des mariages ouverts se terminent par un divorce en moins de 5 ans, lut-il à voix haute. « D'accord, » dit Corwin. « Voyons. Moins de 1% des Américains sont dans des mariages ouverts. Cela signifie que sur 1 million de personnes, moins de 10 000 sont dans des mariages ouverts. 92% des mariages ouverts se terminent par un divorce. Cela signifie que sur 10 000 personnes, seules 800 d'entre elles ne divorcent pas dans les 5 ans. C'est 800 personnes sur 1 million, Nathalie. Fais le calcul. Si 92% de 1% échouent, combien de mariages ouverts réussis y a-t-il? Quelles sont les chances que le nôtre soit l'un de ceux qui réussissent? La voix de Nathalie était douce. Pas très bon, admit-elle. Ceux qui réussissent sont ceux où les deux parties sont d'accord dès le départ, continua Corwin, regarde l'écran. 100% de ceux où une partie est forcée échouent. Notre cas serait l'un de ceux-là car je ne le fais certainement pas volontairement. Peux-tu imaginer les effets de ressentiment, de rivalité, de jalousie, d'insécurité et de trahison si je laisse cela arriver? La seule raison possible pour laquelle je pourrais faire quelque chose d'aussi douloureusement absurde est si j'étais désespéré de te garder. Je ne suis pas désespéré. Je suis attiré par d'autres femmes. L'une d'elles me l'a dit hier soir. Si j'étais un pathétique perdant qui ne peut pas trouver de rendez-vous ou un malade mental qui prend plaisir à voir sa femme s'amuser avec d'autres hommes, peut-être que je serais intéressé par jouer à ton jeu. Je ne suis pas ce genre d'homme, Nathalie. Je préférerais que tu me tires une balle dans la tête plutôt que de me briser le cœur. Je ne pense pas que tu puisses croire tout ce que tu vois sur Internet, dit faiblement Nathalie. Non, tu as probablement raison, dit Corwin. Je pense que la plupart de cela est total bullshit. Surtout la partie qui dit « Les choses sont différentes maintenant, beaucoup de gens ont des mariages ouverts. » C'est la partie à ne pas croire. Tu penses que tu peux croire tout ce que cette salope de Marcy te raconte? Combien de fois a-t-elle été divorcée? Et son mari? Combien de fois a-t-il été divorcé? Je ne sais pas pour lui, dit Nathalie. Et elle? Pressa Corwin. 4 fois, répondit Nathalie doucement. Donc tu écoutes les conseils matrimoniaux d'une perdante 4 fois? Demanda Corwin incrédule. Je suis dégoûté par toute cette merde. J'ai demandé à Élise d'où tout cela venait.
Elle a dit que Marcy en parle tout le temps. J'ai aussi découvert que Marcy et Herb ne se parlent presque pas et passent tout leur temps à faire la fête avec leurs amis. Comment penses-tu que cela va se terminer, Nathalie? Que crois-tu exactement faire? Eh bien, tu ne trouves pas que notre vie récemment est devenue un peu fade? Demanda-t-elle. Non, ça ne me semble pas ainsi, lui dit Corwin. J'étais parfaitement heureux. Ça a juste été bizarre parce que tu veux jouer à des jeux stupides. Attends une minute. C'était aussi l'idée de Marcy? Du regard de Nathalie, Corwin réalisa que c'était le cas. Mon Dieu, explosa-t-il. C'était son idée. C'est juste incroyable. Nous avons un mariage très solide, insista Nathalie. Cela pourrait être tellement bon pour nous et si excitant. Nous pourrions rentrer à la maison et nous raconter nos expériences et ce serait tellement cool. N'as-tu pas des fantasmes de me voir avec un autre homme et ensuite rentrer à la maison et... Beaucoup d'hommes ont ce fantasme. C'est l'un des 10 fantasmes masculins les plus courants, interrompit Corwin. Des fantasmes? Explosa-t-il. Plutôt un cauchemar. Comment sais-tu que beaucoup d'hommes ont ce fantasme? Tu veux le googler? Je ne sais pas qui est attiré par ce genre de truc, mais juste d'y penser me donne la chair de poule. Si tu fais ça, n'importe quoi de ça, c'est fini entre nous, Nathalie. Elle avait l'air choquée. Que veux-tu dire par « c'est fini » ? Veux-tu dire que tu veux divorcer? Est-ce que notre mariage ne représente que ça pour toi? Je pensais que tu m'aimais plus que ça. Je pensais que notre mariage était assez solide pour que tu sois ouvert à tout. Oui, je pensais aussi qu'il était solide, dit Corwin amèrement. Apparemment, il ne l'est pas autant que je le pensais. Le fait que tu parles même de ce genre de conneries me dit que notre mariage ne signifie rien pour toi. Que vas-tu dire aux filles? Que maman et papa se séparent. Vas-tu leur dire pourquoi? Nous ne nous séparons pas, dit Nathalie. Si nous nous séparions, ce serait seulement parce que leur père ne m'aime pas assez pour accepter le fait que je l'aime assez pour le laisser avoir une autre relation. Tu te trompes, dit Corwin. On leur dirait que leur mère n'aime pas assez leur père pour respecter ses vœux de mariage. Elle ne les aime pas assez pour s'assurer qu'ils ont un foyer bon et aimant. Leur mère veut être une salope, et elle se fiche du reste de nous. Ils étaient tous les deux furieux, et Nathalie cloua rapidement le couvercle du cercueil. Je veux ça, dit-elle. Ça va arriver, Corwin. Tu dois t'y habituer. Tu peux soit m'accompagner dans cette aventure, soit rester à la maison à bouder comme un enfant. Tu te trompes, lui dit Corwin. On ne survivra pas à ça, Nathalie. La première fois que tu divertis un abruti, c'est fini entre nous. Je ne resterai pas à la maison. Je parlerai à un avocat. Je vais te donner quelques options. Premièrement, on peut tout oublier et je parlerai à un avocat demain matin. On divorcera le plus rapidement possible. Deuxièmement, tu peux prendre rendez-vous avec un thérapeute demain matin pour comprendre pourquoi tu paniques. Juste après, tu peux prendre rendez-vous pour nous voir un conseiller conjugal. On essayera de réparer ce désastre. J'irai en thérapie aussi et je travaillerai avec toi, mais je n'ai aucun espoir. C'est un échec monumental, Nathalie. Je le pressentais depuis que tu as eu ces idées bizarres. Je pense que cette garce de Marcy t'a balancé des informations et tu les as évidemment avalées. Tu crois que toutes ces belles choses vont arriver. Tout ce qui va se passer, c'est que tu rendras misérable tous ceux que tu dis aimer. Les filles, moi, et toi, nous allons tous souffrir parce que tu as construit cette idée dans ta tête d'une manière ou d'une autre. Maintenant tu me menaces, répliqua Nathalie avec mépris. Tu ne pourras pas m'arrêter. Tu ne m'appartiens pas, et je peux faire ce que je veux. Tu ne vas pas me divorcer. Tu as trop à perdre. Je vais obtenir les filles et la maison, et tu paieras une pension alimentaire et une pension pour les enfants. Réfléchis-y, Corwin. Ne fais pas de bêtises. Je t'aime. Je ne te quitterai jamais. Cela pourrait être si excitant pour nous. Nous vivrons toutes les sensations de la première fois sans tous les risques et les inconvénients. Je rentrerai à la maison ou tu rentreras à la maison, et nous serons là l'un pour l'autre. Si tu n'es pas heureux, nous arrêterons, et c'est fini. Elle se leva, s'approcha de la chaise de Corwin, et tenta de l'enlacer et de l'embrasser. Il repoussa ses mains et se leva.
Ne me touche pas, lui dit-il. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Je te ferai savoir ma décision. Il mentait. Il n'avait pas besoin de réfléchir du tout. Il devait juste rassembler ses pensées. Elle avait probablement raison sur tout ce qu'elle avait dit à propos du divorce. Tout le système était foutu de 9 manières différentes. Il devait prendre quelques mesures. Corwin laissa Nathalie là, monta dans la chambre et ferma la porte à clé. Après être resté 30 minutes devant l'ordinateur et 10 au téléphone, il élabora un plan. Le problème était les filles. Il vérifia, la loi de Géorgie disait que les enfants de plus de 14 ans pouvaient choisir avec qui vivre. Il misait sur lui-même. Audra était clairement la fille à papa et l'avait toujours été. Olivia l'aimait aussi, il le savait, mais elle tenait beaucoup à sa mère. Corwin savait qu'il n'y avait aucune chance qu'Audra parte avec Nathalie, et il ne pensait pas qu'Olivia voudrait être séparée de sa sœur. Il misait sur le fait que s'il pouvait leur faire entendre ce que leur mère prévoyait, comment elle prévoyait de les utiliser comme levier pour le forcer dans ce mariage ouvert, elle ne voudrait rien avoir à faire avec elle. Oui, c'était cynique, et il détestait chaque pensée qu'il avait, mais ce n'était pas lui qui changeait les règles. Voici ce qu'il en est arrivé. Si Nathalie était venue le voir avant le mariage et lui avait dit qu'elle voulait être fidèle l'un à l'autre pendant 19 ans puis commencer à s'amuser avec d'autres personnes, l'aurait-il épousée? Pas la moindre chance. Il se serait enfui de là comme si sa queue était en feu. Elle le savait et aurait fait la même chose. Maintenant, elle voulait changer les règles et le forcer à les suivre. Elle l'a menacé de ce qu'elle ferait s'il n'était pas d'accord. Si elle était venue le voir et lui avait dit qu'elle voulait s'amuser et divorcer, il aurait beaucoup souffert, mais il aurait agi de manière honorable. Ils auraient partagé les choses, convenu de la garde, et cela aurait été la fin. Mais pas après cette extorsion. La conversation a eu lieu 2 nuits plus tard. Nathalie ne savait pas que les filles écoutaient aux escaliers. Elle a commencé par s'excuser. Corwin n'y croyait pas. Donc tu as décidé de voir un thérapeute et de commencer une thérapie de couple? Demanda-t-il. Il n'y a rien qui cloche chez moi, répliqua-t-elle. Le problème, c'est toi. Tu prévois de t'amuser avec d'autres hommes et je suis le problème? Demanda Corwin incrédule. Je ne prévois rien, dit-elle. Je n'ai pas un grand plan pour sortir et faire ça. Je veux dire, sortir avec quelqu'un d'autre. Je ne m'attends même pas à le faire. Je pense juste que nous devrions avoir cette option si cela se présente. J'ai une autre idée, lui dit Corwin. Sache juste que j'ai eu l'occasion de te tromper de nombreuses fois au fil des ans. Tu sais ce qui m'en a empêché? Quoi? Demanda-t-elle. J'avais un plan, lui dit-il. J'avais un plan pour ne pas te tromper. J'ai abordé chacune de ces situations avec un plan pour ne pas le faire. C'est de cela qu'il s'agit dans le mariage. Planifier un bon mariage, planifier de ne pas s'amuser avec d'autres personnes. Si tu ne planifies pas pour réussir, tu planifies pour échouer. N'est-ce pas ce qu'ils disent? C'est ce que tu prévois de faire. Tu prévois de trahir toutes les promesses que tu as faites à tout le monde. Moi, tes enfants, Dieu, et tous les autres. Comment penses-tu que les filles le prendront? Tu ne leur diras pas un mot, siffla-t-elle. Tu sais que la mère obtient toujours la garde des enfants. Je les emmènerai loin de toi et tu ne les reverras jamais. Je veillerai à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui se présente chaque fois que tu essaies de les voir. Tu ferais mieux de ne pas leur dire un mot. Elle le fixa du regard et s'en alla en trombe. Quelques soupirs étouffés et sanglots étouffés vinrent des escaliers. Nathalie faisait trop de bruit pour les entendre. Lorsque Corwin atteignit l'escalier, les filles avaient disparu. Il monta dans la chambre d'Audra, mais elle était vide. Alors qu'il marchait dans le couloir en direction de la chambre d'Olivia, il entendit des voix douces à l'intérieur. Il frappa et Olivia demanda ce qu'il voulait. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. Elle ouvrit la porte. « Viens, papa, » dit-elle. Nous pensions que c'était peut-être maman. Elles pleuraient toutes les deux évidemment. Corwin s'assit entre elles et les prit dans ses bras. « Je suis tellement désolé que vous ayez dû entendre ça, » leur dit-il. « Je ne pensais pas que vous me croiriez à moins de l'entendre par vous-même. »« C'est bon, papa, » dit Olivia. « Ce n'est pas de ta faute. C'est la sienne. Je ne te croyais pas. Enfin,
Je ne pensais pas que tu nous mentirais, mais je pensais peut-être que tu avais mal compris. Maintenant, nous savons. Comment a-t-elle pu te faire ça? Comment a-t-elle pu nous faire ça? Je ne sais pas, ma chérie, lui dit Corwin. Je ne comprends rien. Elle ne réfléchit pas correctement. Elle a écouté beaucoup de conneries qu'on lui a racontées au travail. Elle a décidé de le faire, c'est tout. J'ai tout essayé pour la dissuader. Mais ça lui est égal. Tu crois qu'elle est malade? Demanda Audra. Je n'ai aucune idée de ce dont elle est malade, dit Corwin. J'ai essayé de la convaincre de consulter un thérapeute. Tu m'as entendu. J'ai suggéré qu'elle aille en thérapie de couple. Elle n'est tout simplement pas intéressée. Alors que va-t-on faire? Demanda Audra. Rien pour l'instant, dit Corwin. Quand elle pensera que j'ai abandonné, elle ira probablement à un rendez-vous. Quand elle le fera, nous serons prêts. Quand elle reviendra, nous serons partis. Il marqua une pause. Je vais essayer de la dissuader une dernière fois. Je ne pense pas qu'elle écoutera. Êtes-vous avec moi, ou voulez-vous rester avec elle? Les filles se regardèrent pendant 1 minute. Non, papa, nous venons avec toi, déclara fermement Audra. Le cœur de Corwin bondit. 19 années se terminant par une déception, mais voilà une raison pour laquelle il allait bien. Il ne regretterait pas une seule minute tant qu'il aurait ses enfants. Cela faisait presque 2 mois. Ce furent les 2 mois les plus étranges de la vie de Corwin. Lui et Nathalie ne se parlaient presque pas. Ils étaient comme des colocataires qui ne s'appréciaient pas vraiment. Elle dormait dans la chambre d'amis et lui dans ce qui était autrefois leur chambre. Il essayait de lui parler, de la convaincre de la folie à laquelle elle pensait. Un soir, alors qu'il désherbait le jardin, Corwin aborda le sujet. « Nathalie, as-tu l'impression que ton plan fonctionne? Notre mariage se renforce-t-il? Est-ce que tu pensais qu'il serait si formidable? Est-ce là ce dont tu rêvais ?» Elle le regarda et il vit la première lueur de doute dans ses yeux. Cela se transforma rapidement en colère. « Si tu n'étais pas un tel connard, les choses seraient différentes, répliqua-t-elle. Je ne veux pas que ma femme planifie de s'amuser avec d'autres personnes. Elle insiste pour le faire que ça me plaise ou non. Suis-je le connard dans l'histoire? Demanda Corwin incrédule. Oui, tu l'es, s'écria-t-elle pratiquement. Tu ne penses même pas à quel point cela pourrait être génial pour nous deux. Ça n'a pas à être comme ça. Tu peux juste laisser tomber ton orgueil masculin têtu et tout sera parfait. Parfait pour qui? Demanda Corwin. Sûrement pas pour moi. C'est aussi mauvais que possible pour moi. Tu ne te soucies évidemment pas de moi, dit Nathalie amèrement. Je t'aime bien plus que tu ne m'aimes. Je t'aime assez pour te laisser ta liberté, pour te laisser explorer tes limites, et pour garder ta place dans mon cœur. Je ne considère pas ça comme de l'amour, lui dit Corwin. Je considère ça comme de l'égoïsme. Je t'aime assez pour ne pas exercer ma liberté. Je t'aime assez pour ne pas m'amuser avec d'autres personnes, pour ne pas explorer des limites. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais de même. Quand as-tu cessé de m'aimer, Nathalie? Non, je n'ai pas cessé, pleura-t-elle. Je t'aime plus que jamais. C'est ainsi que je peux laisser cela arriver. Mon amour pour toi est plus fort que tu ne peux l'imaginer. Donc l'amour pour toi, c'est enfoncer un pieu dans mon cœur. Est-ce cela pour toi l'amour? Demanda Corwin. Ce n'est pas ce que je fais, dit-elle furieusement. Je vais au club avec Bill White du travail vendredi soir, annonça-t-elle. Élise vient avec nous. S'il te plaît Corwin, viens avec nous. Essaie. Je te promets que tu ne seras pas déçu. Ce sera la chose la plus torride que nous ayons jamais faite. Corwin fit semblant de réfléchir un moment. D'accord, pourquoi pas? Tu vas le faire de toute façon, alors je suppose que je peux venir aussi. Elle traversa le jardin en un éclair, enlaçant ses bras autour de lui et se pressant contre son corps. Corwin, sanglota-t-elle. Mon Dieu, merci, chérie. J'étais en train de devenir folle. Je ne pensais pas que tu le considérerais même. Tu ne le regretteras pas, bébé, je te le promets. Tu ne le regretteras jamais. Corwin regrettait déjà, mais la situation était insupportable. Il ne pouvait pas continuer comme ça. Il se demandait si Élise pourrait l'aider. Il décida de l'appeler.
Il s'avéra qu'Élise était furieuse. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait quand Nathalie lui avait suggéré d'aller au club. Elle ne savait pas que Bill White serait là, et elle ne savait certainement pas qu'on l'avait mis en place pour être avec Corwin. « Quelle garce » dit-elle quand Corwin lui en parla. « Je devrais l'appeler tout de suite et lui dire ces 4 vérités. »« Élise, est-ce que tu me fais confiance ?» lui demanda Corwin. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» siffla-t-elle. « J'ai aussi fait confiance à cette garce de ta femme. »« Élise, calme-toi, » lui dit Corwin. « J'ai besoin de ton aide. Je sais que tu es contrariée, mais j'ai vraiment besoin de toi pour m'aider. C'est le moment décisif. Je m'en vais. Nous allons divorcer dès que possible. Je suis prêt, mais j'ai besoin de ton aide. Je vais jouer le jeu, et j'ai besoin que tu joues avec moi. » Il pouvait entendre sa respiration profonde au téléphone. « Que manigance tu prépares ?» demanda-t-elle. « Je vais faire semblant de ne pas me soucier de tout ça, » lui dit Corwin. « Je vais te demander de rentrer à la maison avec moi. Il te suffit de faire semblant que c'est ce que tu veux faire. » Élise rit. « Comment savoir que ce n'est pas un plan machiavélique pour en fait me faire rentrer chez toi ?» Corwin rit. « C'est le cas, » lui dit-il. « J'ai besoin que tu emmènes les filles chez moi pendant que je déménage nos affaires de la maison. » Cela fit ressortir le côté espiègle d'Élise, et elle accepta que sa vengeance puisse attendre. Corwin ne savait pas qu'elle avait un côté vengeur, mais cela jouait en sa faveur. Cette semaine était surréaliste. Vendredi matin, avant de partir travailler, Corwin essaya une dernière fois. « Es-tu vraiment sûre de toi, Nathalie ? Il est encore temps d'annuler. N'avons-nous pas passé une excellente semaine juste tous les deux ? » « Corwin, nous avons déjà tout discuté, » dit Nathalie. « Si ça ne te plaît pas, on pourra en reparler, mais je ne change pas d'avis. » Elle lui sourit. « Oui, Corwin, la dernière semaine a été merveilleuse. J'ai vraiment apprécié, et je t'aime. Ce soir sera la meilleure soirée jamais. Tu verras. Merci de le faire avec moi. Tu vas adorer, Corwin. » Je le sais. Elle sortit presque en dansant de la chambre. Corwin la regarda partir, pensant amèrement. « D'accord. Finissons-en avec cette journée. » Quand Élise arriva à la maison vendredi soir, elle était tout simplement éblouissante. Nathalie était jolie, menue et élancée. Élise était dans une toute autre catégorie. Elle était grande, pulpeuse et habillée pour tuer. « Maintenant je vois que tu essaies de me tenter, » dit-elle avec un clin d'œil. « Eh bien, oui, mais pas ce soir, » dit Corwin. « C'est tout professionnel. Je devrais attendre. C'est dommage, » dit-elle avec une moue fausse. Nathalie se contenta de sourire. « Vous deux, vous commencez tôt, je vois. Garde-le jusqu'après que nous ayons dansé et ensuite prenons une chambre. »« J'ai déjà une chambre, » lui dit Corwin. « Et vous et Bill, vous prenez une chambre ?» Elle sourit, attrapa sa pochette, et ils partirent. Bill les rencontra au club. La soirée ne commença pas comme il s'y attendait. Corwin lui serra la main et la broya. Des années de soulevé de poids sans sangle avaient donné à Corwin une prise comme un étau. Il vit Bill commencer à fléchir des genoux, alors il le lâcha. Bill voulait clairement gémir et secouer sa main, mais son image de macho ne le lui permettait pas. Il était de ces beaux garçons. Corwin avait remarqué que lorsque les hommes se rapprochent de ce que certaines femmes appelleraient l'idéal, les chances qu'ils soient barbiers ou scientologues augmentaient presque à l'infini. « Dis, Bill » demanda Corwin d'un air décontracté. « Es-tu barbier par hasard ?» Bill renifla. « Pas du tout, » dit-il. Il avait l'air de vouloir dire autre chose, mais sa main lui faisait trop mal. « Connais-tu L. Ron Hubbard » demanda Corwin. « Oui, comment le savais-tu » demanda Bill, surpris. « J'ai été scientologue pendant 6 ans. » Corwin haussa les épaules. « Juste pour tester une théorie, » dit-il. Élise était prête à s'étouffer en essayant de ne pas rire. Corwin lui avait déjà mentionné sa petite théorie, et elle était sur le point d'éclater. Ils jetèrent tous deux un coup d'œil à Nathalie, qui rougissait furieusement. Peut-être que Corwin avait partagé ses théories personnelles avec elle un peu trop souvent. « Trouvons une banquette, » dit Nathalie d'un ton raide, s'éloignant avec le dos bien droit. Bill la suivit comme un chien obéissant.
Dès qu'ils furent hors de portée de voix, Élise éclata de rire. Corwin prit sa main et ils suivirent Nathalie et Bill, en essuyant les larmes de leurs yeux. « Tu es un homme diabolique, Corwin ?» soupira Élise. « Ouais, ça a été une sacrée soirée, » lui dit Corwin. « Reprends-toi. Fais comme si tu me séduisais. » Et elle était plutôt douée pour ça. « Es-tu prête pour le grand spectacle ?» demanda Corwin à Élise à voix basse. À ce moment-là, Nathalie et Bill glissèrent de nouveau dans la banquette. « Oh non !» dit Corwin d'une voix d'animateur de jeu télévisé. « Regardez qui est de retour. » Élise comprit. Nathalie aussi. Mais Bill ne remarqua rien d'anormal. « Ne lui fais pas de mal, Corwin !» rit Élise. Nathalie se gonfla comme un poisson globe, le sourire disparaissant de son visage. « Élise et moi allons partir d'ici », leur dit Corwin. « Amusez-vous bien tous les deux. » Nathalie les accompagna jusqu'à la porte. « Es-tu sûr que ça va, Corwin ?» demanda-t-elle. « Tu as été odieux là-bas. »« Non, ça ne va pas, » lui dit Corwin. « Nathalie, il n'est pas trop tard. Tu t'es bien amusée. Sors d'ici tout de suite avec moi. On rentrera chez nous et on essayera de régler les choses. Si tu restes, c'est fini pour longtemps. »« Non, Corwin, » dit-elle. « Ça va être tellement génial pour nous. Va et profite d'Élise. Ça va être incroyable, tu verras. Et c'est juste de ne pas être un idiot, d'accord ?» Elle lui prit la main. « Ça va être super, Corwin. Tu verras. Élise est folle de toi. Tu pourras tout me raconter quand je rentrerai. Tu ne vas pas passer la nuit avec lui ?» demanda Corwin. « Je pensais qu'avec un mec comme ça, il te tiendrait éveillé toute la nuit. » « Eh bien, je suppose que si. » Elle hésita un peu. « Je pensais rentrer vers minuit et ensuite on ferait notre truc, tu sais. Comparer nos impressions. » « Oh oui », se gifla Corwin sur le front. « J'ai oublié. Bon, je te verrai quand tu rentreras. Si Élise et moi sommes toujours, tu sais, en train de nous amuser, essaie de ne pas faire trop de bruit, d'accord ?» Elle le regarda et l'embrassa. Corwin espérait qu'elle avait aimé, car c'était le dernier. Il sortit et monta dans la voiture. Élise l'attendait. « Es-tu sûr de savoir ce que tu fais, Corwin ?» demanda-t-elle. « Tu as été marié longtemps. »« Oui, je suis sûr, » soupira Corwin. « Je m'attendais à ce que tu sois encore plus contrarié, » dit-elle. « À un moment donné, on finit par s'épuiser, » dit Corwin. « J'ai été contrarié pendant longtemps. Maintenant, je suis juste écœuré. Je veux juste que ça se termine. D'une manière ou d'une autre, j'ai perdu l'énergie pour être contrarié. J'ai versé des torrents de larmes et le temps de pleurer est révolu. Il est temps d'avancer. Allons chercher les filles. » Quand ils arrivèrent à la maison, le camion de déménagement était déjà en train d'être chargé. Les filles descendaient leurs vêtements et les rangeaient dans de grands bacs en plastique. Elles ne prenaient pas beaucoup de meubles, le lit de la chambre principale, les lits des filles, leurs télévisions et appareils électroniques, et la télévision grand écran qu'ils avaient remplacée il y a 6 mois par une encore plus grande. Quand les filles eurent fini de faire leurs bagages, Élise les prit dans sa voiture et elles partirent vers le nouveau lieu. C'était aussi loin de l'ancien que possible tout en restant dans le même district scolaire. Les déménageurs terminèrent de charger et Corwin jeta un dernier regard autour de lui. Tout semblait vide et silencieux. Les fantômes de 19 ans étaient tout ce qui restait. Il soupira, retira son alliance et la jeta sur la table de la cuisine avec son téléphone portable. Les téléphones des filles étaient déjà là. Il était temps de partir. Une mélancolie l'envahit. Il abandonnait 19 ans qui avaient été plutôt bons. Eh bien, c'est la vie. Il a fermé, chargé les outils du garage dans le camion et est parti. Les filles étaient excitées à l'idée du nouvel endroit. Il y avait une piscine dans le jardin et elles étaient impatientes de l'essayer le lendemain. « Tu aimes ça, bébé ?» demanda Corwin à Audra. « Oui, c'est génial », répondit-elle avec enthousiasme. Corwin n'avait aucune idée de ce que « génial » voulait dire, mais ça sonnait bien. Élise était là et elle était toujours aussi magnifique, mais même si elle avait été Jennifer Lawrence en personne, Corwin aurait juste été fatigué. Pas qu'il préférait Jennifer Lawrence à Élise, mais tu vois l'idée.
Elle semblait sentir son épuisement et lui offrit simplement un sourire éclatant, un rapide baiser sur la joue, puis partit. Seule la fragrance persistante de son parfum rappelait à Corwin qu'elle avait été là. Ils se sont couchés et, étonnamment, Corwin a dormi. Pas très bien, mais il a dormi. Le lendemain matin, il s'est levé et a préparé du café. Peu de temps après, les filles sont arrivées. Elles ont pris du Kringle danois et du lait chocolaté pour le petit déjeuner. Elles ont regardé des dessins animés à la télé jusqu'à midi, puis deux adorables petites boules d'énergie en bikini éclaboussaient dans la piscine pendant que Corwin était assis sur une chaise longue à les regarder. Il n'était pas vraiment concentré. Il se demandait ce que Nathalie faisait. Elle devait être en train de paniquer à l'heure actuelle. Corwin était sûr qu'elle appelait tout le monde qu'elle pouvait penser pour savoir ce qui s'était passé. Ça n'allait pas être facile pour elle de les retrouver. Corwin ne travaillait plus, il avait vendu l'entreprise et en avait bien profité. Les filles étaient en vacances d'été. Elles ne partaient nulle part sauf au supermarché, où elles allaient à pied et prenaient le bus. Le camion était garé dans le garage. Corwin était sûr que la police les cherchait, mais sans le camion, ils auraient un problème. Le seul moyen de les contacter était électronique. Nathalie inondait leur boîte de réception de messages, envoyait des SMS aux filles sur IM chaque fois qu'elles allaient sur les réseaux sociaux, envoyait des tweets et des publications Instagram. Elle les lisait mais ne répondait pas. Corwin allait la faire les retrouver à sa manière. Il savait qu'elle le ferait tôt ou tard, mais elle devait travailler et payer les factures. Il ne faisait aucun paiement et si elle ne le faisait pas, elle serait rapidement en retard. Ils avaient une bonne quantité de capitaux propres dans la maison et Corwin savait qu'elle ne voudrait pas le perdre. Apparemment, elle était désespérée car un jour, environ 3 semaines plus tard, un détective privé aborda Corwin au supermarché. « Monsieur Decker ?» demanda-t-il. « Qui veut savoir ?» Corwin a répondu. « Ta femme m'a engagé pour te retrouver, » a-t-il dit. « Je vais lui dire où tu te trouves. Tu dois l'appeler. Si je te revois dans le coin, je te poursuivrai pour harcèlement, » lui a dit Corwin. « Dégage, cabot. » Corwin n'avait pas l'intention d'appeler Nathalie. Comme cela s'est avéré, il n'en a pas eu besoin. La police est arrivée et Nathalie leur avait donné des informations selon lesquelles Corwin avait enlevé les filles. Ils lui ont demandé de régler cela. Lorsqu'il a refusé, ils l'ont arrêté et traîné en centre-ville. Les filles sont parties dans une autre voiture et une fois arrivées au poste, Nathalie était déjà là. Elle a essayé de prendre les filles dans ses bras mais elles n'étaient pas intéressées. Elles l'ont repoussée et une femme est venue les prendre, elles et Nathalie. Ils sont allés dans une pièce et Corwin est allé dans une autre. Les flics l'ont interrogé comme s'ils lui en voulaient. Corwin s'est identifié, ils avaient déjà son permis de conduire, et les seuls mots qui sont sortis de sa bouche étaient « Je compte garder le silence et je veux parler à un avocat ». Cela les a fait taire. Il demande un avocat, a entendu dire Corwin l'un d'eux. Ils lui ont donné le téléphone et il a appelé John Trimble. John était là en 45 minutes. Élise était avec lui. Ils avaient tout planifié. Il a fallu environ 3 heures pour tout régler. Les filles ont dit qu'elles étaient avec Corwin parce qu'elles le voulaient, qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement et qu'elles ne voulaient pas parler à leur mère. John a pris le relais. Il a souligné qu'il n'y avait pas d'ordonnance de garde, que la loi de Géorgie considérait les deux parents comme ayant des droits égaux sur la garde et que les enfants de plus de 14 ans pouvaient choisir le parent avec qui vivre. La police n'a eu d'autre choix que de les laisser partir. Élise est partie avec elles et Nathalie marchait derrière, suppliant les filles de lui parler. Elles sont montées dans la voiture d'Élise et sont parties, laissant Corwin et Nathalie seuls sur le parking. Nathalie pleurait à chaudes larmes et avait l'air affreux. Elle a tourné des yeux suppliants vers Corwin et est tombée à genoux. « Corwin, pour l'amour de Dieu, parle-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Il me semble t'avoir supplié de ne pas t'amuser avec Bill, » a dit Corwin froidement. « Tu n'as pas écouté. Pourquoi devrais-je le faire? S'il te plaît, Corwin, ne me traite pas ainsi, » sanglota-t-elle. « Je suis désolé, d'accord? Ne pouvons-nous pas juste aller quelque part et discuter? » « D'accord, parlons, » a dit Corwin. « Où veux-tu aller? Chez nous? » supplia-t-elle. « Ne pouvons-nous pas juste rentrer chez nous? »
Je ne veux pas aller quelque part où je pourrais être vu dans cet état. Nous pouvons aller chez moi, lui a dit Corwin. Je ne suis pas intéressé à aller chez toi. Je ne sais pas avec qui tu as fait la fête là-bas. Elle grogna légèrement d'horreur mais hocha la tête. D'accord, Corwin, comme tu veux, dit-elle. Mais c'est aussi chez toi. Corwin n'allait pas discuter avec elle. Elle voulait qu'il vienne avec elle en voiture, mais il ne voulait pas rester coincé dans une voiture avec elle. Il appela un taxi et elle le suivit chez lui. Corwin savait que les filles étaient avec Élise et passeraient la nuit chez elle. Elle la connaissait depuis toujours et était très proche. Nathalie entra dans la maison et Corwin lui apporta une tasse de café. Ils s'assirent au comptoir de la cuisine et le silence s'étira maladroitement. Le silence n'avait pas été gênant entre eux depuis leur 3e rendez-vous, mais c'était le cas maintenant. « Que veux-tu, Corwin » demanda enfin Nathalie. « Ai-je dit que je voulais quelque chose » répondit Corwin. « Je veux dire, que veux-tu que je fasse » dit-elle. « Que dois-je faire pour que tu rentres à la maison ? Que veux-tu que je fasse pour pouvoir voir les filles ?»« Et, je ne peux pas t'influencer à voir les filles, » dit Corwin. C'était leur choix. « Qu'est-ce que tu leur as dit » l'accusa-t-elle. « Tu leur as dit quelque chose. Tu les as retournés contre moi. J'ai lu à ce sujet. Es-tu sûr que Marcy ne te l'a pas dit » demanda sarcastiquement Corwin. Elle baissa les yeux. Apparemment, Marcy était toujours l'oracle de toute sagesse. « Que veux-tu » répéta-t-elle. « Tu sais ce qui est drôle » demanda Corwin. « Ce qui est drôle, c'est que je ne leur ai pas dit un mot à ton sujet. La seule chose que je leur ai dite, c'est que je te quitte et qu'elles doivent décider avec qui elles veulent vivre. » Tu veux savoir qui leur a dit, Nathalie ? C'est toi. C'est toi qui leur a dit. Que veux-tu dire ? demanda-t-elle. Je n'ai rien dit. Quand étais-je censé dire quelque chose ? Te souviens-tu de cette nuit dans le salon quand tu m'as menacé ? demanda Corwin. Il pouvait voir qu'elles se souvenaient. Elles étaient assises sur les escaliers. Elles ont entendu chaque mot que tu as dit. Son visage devint pâle et elle se mit à sangloter. Je ne le pensais pas, sanglota-t-elle. Je voulais juste. Elle ne put continuer. Eh bien, elle pense que si, dit Corwin. En fait, je le pense aussi. Je pense que la plupart des gens le penseraient. Que puis-je faire ? Sa supplication était pathétique. Avec elle ? Je n'en ai aucune idée, et je m'en fiche, dit Corwin. Tu as tout gâché. Répare-le. Que puis-je faire avec toi ? demanda-t-elle. Eh bien, tu peux entamer une procédure de divorce, dit Corwin. Je ne veux pas de divorce. Je veux juste que tu rentres à la maison, dit-elle. Je suis chez moi, lui dit Corwin. Je ne vis plus avec toi. Je suis désolé, Corwin. Tout cela a été une grosse erreur, dit-elle. Je n'aurais pas dû te pousser dans cette direction. Tu n'en voulais pas, et j'aurais dû simplement accepter cela. Je l'accepte maintenant. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas et allons voir ce conseiller matrimonial ? Je vais voir un thérapeute. Je ferai tout ce que tu veux. Moi aussi, je suis désolé, dit Corwin. Le problème n'est pas que je n'en voulais pas. Le problème est que c'est toi qui en voulais. Je veux que tu demandes le divorce. Je te laisse un peu de temps. Dans quelques mois, si tu ne le fais pas, je le ferai. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, Nathalie. Puisque tu es le genre de personne qui ferait ce que tu as fait, c'est fini entre nous. Tu pensais pouvoir me manipuler en utilisant les enfants et me forcer à être un cocu. Tu pensais pouvoir me retenir prisonnier et faire ce que tu voulais. Maintenant, tu as réalisé que tu ne peux pas le faire et tu as abandonné. Il est trop tard, Nathalie. Demande le divorce. Espèce de salaud, s'exclama-t-elle. Tu as volé tout notre argent. Tu as vendu l'entreprise, et il reste peut-être 50 000 $ sur nos comptes bancaires. La moitié de l'argent que tu as pris était le mien. Je n'ai pas touché un sou de ton argent, lui dit Corwin. J'ai vendu l'entreprise avec une énorme perte parce que j'avais besoin de le faire rapidement. J'ai pris seulement l'argent que j'ai gagné, et devine quoi ? Je n'avais plus un sou. Toutes ces choses étaient vraies. L'argent était en sécurité dans un compte offshore. Corwin avait réalisé qu'il devait le faire avant le divorce.
Les documents montraient qu'il avait vendu l'entreprise à une société danoise pour moins que ce qu'il aurait dû payer en impôts. De plus, il avait sérieusement trop payé l'IRS, et ils avaient gardé cet argent pour l'imputer à des paiements d'impôts futurs. Leur compte de courtage était intact, et Corwin savait qu'il devrait en donner la moitié. Il avait mis en place des trusts pour les filles, et elles allaient être bien prises en charge. Nathalie, tu as une maison, lui dit Corwin. Nous avons économisé assez d'argent pour que tu puisses la vendre, te libérer de l'hypothèque, et vivre confortablement un moment. Peut-être après la vente de la maison, tu pourras aller vivre chez Bill. Je me demande ce que sa femme en penserait. Elle soupira. Je ne savais pas qu'il était marié, dit-elle. Non, tu te fichais bien qu'il soit marié, dit Corwin. Tu voulais un mariage ouvert. Peut-être qu'il en a un. Il est temps d'avancer, Nathalie. Demande le divorce. C'est fini entre nous. Corwin se leva et se dirigea vers la porte. Elle le suivit, tendant les bras et pleurant. Elle s'arrêta à la porte et le regarda. Dis aux filles que je les aime et que je suis désolé. Peux-tu le faire pour moi, Corwin? Oui, je leur dirai, répondit Corwin. Je ne vais pas abandonner, tu sais, dit-elle. Je ne demande pas le divorce car je n'en veux pas. Je veux que tu rentres chez toi, là où tu appartiens. J'aimerais que tu sois un peu plus ouvert d'esprit, Corwin, mais je vois que c'est impossible. Je n'aurais jamais pensé que ce serait ainsi. Je n'aurais jamais pensé que tu étais sérieux en ne faisant même pas l'effort d'essayer. Je pense toujours que si tu essayais, tu te rendrais compte que ça te plairait, mais maintenant je vois que tu ne peux même pas essayer. Malgré tout, je t'aime toujours et je continuerai d'essayer. Corwin était trop fatigué pour discuter avec elle. Il l'accompagna jusqu'à la porte, se ressaisit et appela Élise. Elle ramena les filles à la maison mais ne vint pas elle-même. Audra et Olivia étaient très bouleversées et encore plus en colère contre leur mère qu'auparavant, si cela était même possible. Corwin savait qu'elle ne prendrait pas le message de Nathalie qu'il avait promis de transmettre, alors il décida de le garder pour lui un moment. 2 jours plus tard, Nathalie se présenta vers 16h30 avec le dîner. Elle avait préparé du poulet tetrazzini avec des haricots verts à la française et un grand panier de pain à l'ail. Olivia ouvrit la porte. Nathalie tenta de la prendre dans ses bras et reçut un bras tendu en retour. « Salut, ma puce. » commença Nathalie. « Papa » appela Olivia bruyamment. « Tu dois venir ici. » Olivia, commença sa mère. « Je suis tellement désolée, ma puce. Je t'aime et tu m'as tellement manqué. Je voudrais juste. » Olivia l'interrompit. « Je ne veux pas entendre ça. » cria-t-elle. « On ne fait pas ce que tu as fait à ceux qu'on aime. Reste loin de moi. » Elle s'éloigna et Nathalie faillit s'évanouir. Corwin sauva le panier de nourriture qu'elle portait et l'attira vers le canapé. Elle s'assit et posa son visage dans ses mains. « Qu'ai-je fait » sanglota-t-elle. « Il me déteste, Corwin. Il ne me laisse même pas une chance. » « Eh bien, ce que tu leur as fait était très odieux, » lui dit Corwin. « Je doute qu'ils te fassent à nouveau confiance, Nathalie. Peut-être pourras-tu établir une sorte de relation avec eux. Je ne m'opposerai pas à cela, mais c'est à toi de décider, pas à eux ni à moi. » J'ai préparé le dîner, le regarda-t-elle en le suppliant. Corwin eut de la peine pour elle. C'était de sa faute, mais elle souffrait. Il n'aimait jamais abandonner les chiens errants. « Laisse-moi leur parler, » dit-il. « Trouve des assiettes dans la cuisine et nous verrons ce qui se passe. »« Merci, Corwin. J'ai besoin d'une serviette en papier, » dit-elle. Corwin lui apporta une boîte de mouchoirs et alla parler aux filles. Elles étaient très agitées. « Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit pointée ici, » dit Audra. « Elle pensait peut-être qu'elle pouvait nous nourrir et que tout irait bien? Elle a ruiné notre famille. »« Je sais, chaton, » lui dit Corwin. « Voilà la chose. Elle a lancé une grenade et maintenant elle doit affronter les éclats. Elle ne comprend toujours pas. Elle pense toujours que je suis le problème. Ce n'est pas grave. Je peux vivre avec ça. Je ne retournerai pas vers elle. Je veux que tu restes avec moi, mais si tu veux être avec elle, c'est bien. Rien ne changera jamais combien je vous aime, toutes les deux. Je préférerais me pendre, dit Olivia. Nous restons avec toi, papa.
Corwin les serra dans ses bras. Pensez-vous que nous pourrions aller manger avec ta maman et être gentils avec elle? Demanda-t-il. Est-ce que vous voulez faire ça? Le veux-tu? Demanda Olivia. Oui, je le veux, ma chérie, répondit Corwin. Ne lui dites juste pas de méchanceté, d'accord? Faites-lui savoir ce que vous ressentez, mais ne soyez pas méchante. Pensez-vous pouvoir faire ça? Elles acquiescèrent toutes les deux et eurent le dîner le plus gênant de leur vie. Nathalie essaya d'engager les filles dans la conversation et elles répondirent, mais brièvement. Elles rangèrent, débarrassèrent la table, collectèrent la vaisselle de Nathalie et elle se prépara à partir. Audra, est-ce que ça te dérange si je te fais un câlin? Demanda-t-elle. Non, maman, ça ne va pas, répondit Audra. Je te parlerai si tu veux, mais désormais, tu n'es plus ma maman. Cela anéantit Nathalie. Il lui fallut 30 minutes avant de se calmer suffisamment pour rentrer chez elle. Elle était pathétique et Corwin eut de la peine pour elle, mais ce n'était pas de sa faute. Elle continuait à venir environ une fois par semaine et finit par trouver un terrain d'entente avec les filles pour qu'elles aillent parfois la voir. Elle ne demanda pas le divorce et continuait de pousser Corwin à revenir vivre avec elle. 6 mois plus tard, Corwin fit la demande de divorce. Il y avait un certain volcan crépusculaire d'amour dans sa vie, et il voulait voir où cela le mènerait. Si les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait, il devait avancer en homme libre. Lorsque le divorce fut prononcé, Corwin pensa que Nathalie avait enfin réalisé que c'était fini entre eux. Corwin était sûr d'une chose, il allait demander à Élise de l'épouser. Si elle n'acceptait pas, il devrait recourir à des mesures désespérées. Mais c'est une histoire pour une autre fois.